La pluie battait avec une force et une insistance sourde contre les vitres givrées de l'hôpital Saint-Denis. Dans la banlieue nord de Paris, transformant le silence tendu de la nuit en un murmure constant et oppressant. Soudain, cette tranquillité nerveuse fut déchirée par une voix désespérée et autoritaire qui résonna dans le couloir de l'unité des urgences. « Où est Claire ? Pour l'amour de Dieu, j'ai besoin d'elle immédiatement. » Le cri, chargé d'une panique rare, venait du docteur Martin Dubois, le chef des urgences, un chirurgien réputé pour son sang-froid légendaire. Claire Morel, l'infirmière chef de nuit, apparut en courant du poste de garde, ses cheveux châtains attachés à la va-vite dans un chignon défait, ses grands yeux bleus trahissant la fatigue de près de 30 heures de garde ininterrompue. L'épuisement physique était palpable, mais son esprit, formé aux situations de crise, était parfaitement lucide. « Trauma 2, docteur Dubois », annonça le médecin, gesticulant vers l'une des salles de réanimation. Homme, 52 ans, victime d'un accident de voiture d'une extrême violence. Hémorragie interne massive. Tension artérielle en chute libre. Son groupe sanguin est AB négatif. Notre stock d'urgence est à sec et la livraison la plus rapide prendra au moins 40 minutes. Le groupe AB négatif était le plus rare, une véritable pénurie dans l'urgence absolue. Sans un seul instant d'hésitation, Claire répondit d'une voix ferme, coupant net la respiration du médecin. « Je suis AB négatif. » Le docteur Martin fronça les sourcils, un mélange de surprise et d'inquiétude peignant son visage. « Tu es à bout, Claire. Tu viens d'enchaîner un double service. Ton taux d'hématocrite est bas. Tu tiens à peine debout. Attendons le colis. Il risque de ne pas voir le matin si la transfusion n'est pas amorcée dans les 5 prochaines minutes. » Martin. « rétorqua-t-elle, détachant déjà sa blouse. « Mais si sa pression chute encore un peu, il sera trop tard. Je tiendrai bon. » Claire savait le risque qu'elle prenait, mais le serment qu'elle avait prêté était plus fort que la douleur lancinante dans ses jambes. L'éthique professionnelle et la compassion humaine la poussaient à l'action. Pendant que l'équipe médicale luttait pour stabiliser l'homme inconscient sur la table, intubé et pâle comme de l'albâtre, Claire s'assit sur le tabouret, tendant son bras gauche sans broncher. Le moniteur de pression clignotait des signes vitaux effrayants. Son sang s'écoulait d'elle via le système de collecte, et chaque seconde qui passait s'étirait en une éternité précieuse. Elle s'efforçait d'ignorer le visage du patient, se concentrant uniquement sur le bip précipité du moniteur cardiaque. Elle ignorait encore que cet homme, accroché à la vie et dépendant de son sacrifice, était Antoine Delcourt, magnat de l'immobilier et l'un des entrepreneurs les plus puissants et discrets de France, fondateur de l'empire Delcourt Global. « C'est suffisant, » dit l'infirmière assistante soulagée. Après quelques minutes vitales, coupant le flux et commençant immédiatement la transfusion. Claire soupira, ferma les yeux un instant, sentant sa tête tourner, l'épuisement décuplé par le don. 11 ans aux urgences lui avaient appris à se battre, mais son corps criait ses limites. Le docteur Dubois, maintenant plus calme, insista. « Tu lui as sauvé la vie, Claire. Va te reposer. » Au moins 30 minutes dans la salle de repos des infirmières, sans discussion. « Ton état l'exige. » Claire acquiesça, mais au lieu d'aller se reposer, elle suivit le couloir jusqu'à la salle d'attente principale, un endroit où les familles mêlaient anxiété et espoir. L'atmosphère y était moins étouffante que l'odeur d'antiseptique de l'urgence. Elle s'assit sur un banc discret, tentant de retrouver son souffle. C'est là qu'elle entendit un petit sanglot étouffé, mais régulier. C'était un son d'angoisse contenue. Dans le coin le plus sombre de la salle, un garçon d'une 8aine d'années était accroupi sur le sol froid, dessinant frénétiquement des cercles et des formes répétitives sur un carnet. Ses mains tremblaient, son corps se balançait légèrement d'avant en arrière, un mouvement d'autorégulation. Sa respiration était courte et rapide. Plusieurs personnes regardaient, mal à l'aise, mais personne n'osait s'approcher. Claire sentit son cœur se serrer d'une douleur familière. Elle reconnaissait ses gestes, ses signes, le motif de la surcharge sensorielle. Elle s'approcha lentement, s'accroupissant au sol, à une distance respectueuse. « Bonjour. Tes dessins sont vraiment très beaux, » dit-elle doucement. Sans forcer le contact visuel, respectant son besoin d'espace, le garçon, vêtu d'un sweat à capuche gris et d'un jean, ne leva pas la tête, mais l'intensité de ses gribouillis diminua. Les sanglots cessèrent et sa respiration commença à se calmer, comme si sa voix était la seule fréquence apaisante qu'il pouvait tolérer. « Tu aimes beaucoup dessiner ?» demanda-t-elle, observant la coordination précise de ses doigts. Le garçon, blond aux yeux clairs fixés sur le papier, hocha légèrement la tête sans parler.
Claire pensa à Élodie, sa sœur cadette, qui était autiste et qui, lors de ses crises de panique, ne trouvait le calme qu'en dessinant des labyrinthes ou des figures géométriques complexes. Le souvenir lui ramena la piqûre du deuil qu'elle portait depuis des années. « J'aime aussi. Est-ce que je peux dessiner avec toi ?» demanda-t-elle, tendant la main vers un crayon tombé. Il hésita un long moment. La barrière contre les étrangers était très forte, mais peut-être que sa posture au sol, sa non-invasion ou même l'épuisement qui émanait d'elle l'ont convaincu. Il poussa une feuille vierge dans sa direction. Ils restèrent ainsi pendant près d'1 heure, dans un silence complice et thérapeutique. Claire dessina des étoiles et des formes simples. Petit à petit, le garçon, qui s'appelait Louis, se détendit. Il alla jusqu'à lui montrer ses dessins, des motifs très complexes d'objets interdépendants, avec un sourire timide, un moment de communication qui valait 1000 mots. Quand une infirmière vint rappeler Claire à son poste, Louis attrapa doucement sa manche. Une légère prise, mais chargée de sens. À cet instant, une femme élégante, aux cheveux bruns coupés au carré, s'approcha. C'était Sophie Delcourt, la tante de Louis, et la seule personne qui pouvait interagir avec lui en l'absence de son père. « Louis, l'infirmière doit retourner travailler, » dit Sophie, d'une voix tendue. « Je suis sa tante. Merci infiniment d'être resté avec lui. Il accepte rarement la présence d'inconnus. » Louis relâcha la manche, mais ne quitta pas Claire des yeux pendant qu'on l'emmenait. Son regard était une encre silencieuse. 3 semaines passèrent. Antoine Delcourt avait survécu à l'opération, mais sa convalescence était lente et difficile, marquée par des complications et une rééducation intensive. Claire, replongée dans sa routine infernale, avait relégué l'incident à une mémoire lointaine. Un après-midi ensoleillé, alors que Claire quittait l'hôpital, une voiture noire, blindée et imposante, s'arrêta à l'entrée. Antoine Delcourt en descendit, pâle mais soutenu par une canne discrète, son air habituel d'homme d'affaires ayant cédé la place à une certaine fragilité. À ses côtés se tenait le petit Louis, tenant un carnet à dessin. « Infirmière Claire !» cria le garçon, courant maladroitement vers elle. Il lui tendit la feuille, un portrait d'elle, reconnaissable à sa blouse blanche, entouré de cercles concentriques. Antoine s'approcha, sa présence toujours imposante, mais ses yeux exprimant une profonde reconnaissance. « Il vous a dessiné tous les jours, depuis cet après-midi ?»« Infirmière Morel, » expliqua-t-il, la voix rauque, « et il a refusé toutes les nouvelles auxiliaires de vie et pédagogues que nous avons engagées pour la maison ?» Claire regarda Louis, surprise par l'intensité de son souvenir. « Tu te souviens de moi ?» Louis hocha rapidement la tête, fixant ses yeux dans les siens. « Tu m'as fait sentir en sécurité, » répondit-il timidement, la phrase prononcée avec l'effort que lui demandait la communication. Antoine prit la parole. « Mon fils a besoin de quelqu'un qui le comprenne au plus profond, pas d'un simple professionnel. Il a rejeté tous les spécialistes, tous, sauf vous. » Claire hésita, sentant le poids de la proposition. « Monsieur Delcourt, je suis infirmière aux urgences. Mon objectif est l'hôpital. J'ai des projets de spécialisation, je le sais, mais mon équipe m'a informé de l'histoire de votre sœur. Vous avez l'expérience vécue, Claire, la seule que mon fils reconnaît. » Claire resta silencieuse, le mot « vécu » la frappant de plein fouet. « Ma sœur était autiste », répondit-elle d'une voix étranglée par l'émotion. Élodie, l'homme d'affaires, habitué à commander et à l'efficacité, garda un silence respectueux, observant sa douleur. « Vous m'avez sauvé avec votre sang, Claire. Vous m'avez donné une seconde chance. Peut-être pouvez-vous sauver la sienne, ou du moins l'aider à trouver son chemin avec la compréhension que mon argent ne peut acheter. » Claire, sentant le destin la pousser, accepta. Elle demanda un congé sans solde à l'hôpital, mettant de côté ses projets de spécialisation pour 1 an. Les premiers mois, passés dans la somptueuse mais froide résidence Delcourt à Neuilly-sur-Seine, furent une immersion totale. La maison, auparavant austère, commença à s'animer. Claire établit des routines visuelles claires, inventa des jeux sensoriels pour apaiser les crises de surcharge et découvrit les musiques de tête de Louis, ses répétitions de phrases ou de sons qui l'aidaient à retrouver son contrôle. Antoine, en convalescence, observait la transformation de son fils et de sa maison. Son scepticisme initial fit place à une profonde admiration pour la patience et la résilience inépuisable de Claire. Au cours de longues soirées d'insomnie, il partageait des conversations sur la terrasse, évoquant la vie, la douleur du deuil d'Élodie et l'étrange connexion tissée par le destin. La gratitude d'Antoine se transforma en un amour silencieux,
puissant et dévorant, forgé dans la crise. Mais cette paix était fragile. Un matin de jeudi, le titre cruel fit la une des principaux portails d'information et des colonnes de potins, coupant l'intimité de leur foyer comme un coup de couteau. Le passé obscur de la nounou en or. L'infirmière qui n'a pas su sauver sa propre sœur s'occupe du fils Delcourt. Un risque inacceptable pour l'héritier de Delcourt Global. En quelques heures, le scandale se propagea, alimenté par des sources anonymes, probablement des concurrents envieux et malveillantes. Les journalistes non seulement fouillèrent la tragédie de la mort d'Élodie qui avait couru dans la rue pendant une crise sensorielle sans que Claire ne puisse l'atteindre. Attends, mais ils la déformèrent en temps négligent. La culpabilité qu'elle portait secrètement fut exposée et transformée en accusation publique. Comment faire confiance à une femme marquée par l'échec pour l'avenir d'un empire? S'interrogeait un magazine. Louise, avec son hypersensibilité émotionnelle, sentit la tension dramatique. Ses crises devinrent plus fréquentes et violentes. Il refusait de dormir sans Claire, s'accrochant à elle comme à une bouée de sauvetage. Il pressentait le risque imminent de l'abandon. Un soir, sous la lumière faible de sa lampe de chevet, Claire, les mains tremblantes et le cœur brisé, commença à faire ses valises. Le poids de la culpabilité, désormais publique, était insupportable. « Tu pars ?» demanda Antoine, s'arrêtant sur le seuil, la voix basse mais le regard exprimant le désespoir. Elle ferma la fermeture éclair de sa valise. « C'est mieux pour vous deux, Antoine. Je suis une cible. Ils vont s'en servir pour vous nuire, à toi et à Louis. Je ne peux pas détruire ta réputation. Louis n'a pas dormi correctement depuis que ces articles sont sortis, dit-il entrant. Il sent la peur, et moi aussi. Je sais que tu te blâmes pour Élodie, mais la vérité est qu'ils utilisent ta douleur comme une arme. » Claire se retourna, les larmes coulant sur ses joues. « J'ai échoué. J'étais là. J'aurais dû être plus rapide, plus forte. Comment puis-je protéger ton fils si je n'ai pas pu protéger la mienne ?» sanglota-t-elle. « Je suis un échec. » Antoine s'approcha lentement. « Tu sais ce que c'est que d'aimer quelqu'un de différent. Tu comprends la peur, la surcharge, la force silencieuse qu'il possède. Et c'est pourquoi il t'a choisi. Tes épreuves ont fait de toi la seule personne capable de l'aider. » Il prit son visage entre ses mains, la forçant à le regarder. « Et je t'aime, Claire. Avec tes cicatrices, avec ton deuil et avec ton immense courage. Le monde nous juge, mais qui sommes-nous sans nos douleurs? Elles nous façonnent. Les gens parleront, Antoine, toujours. C'est un scandale médiatique. » « Qu'il parle, répondit-il, lui embrassant le front. « Je n'accorde d'importance qu'à l'opinion d'une seule personne, mon fils, et à la mienne. Je ne me remettrai jamais si tu pars. Je ne laisserai pas la méchanceté d'autrui détruire la seule bonne chose qui me soit arrivée depuis mon accident. » À cet instant crucial, Louis apparut à l'encadrement de la porte, serrant son carnet. Il l'ouvrit et montra une page, 4 silhouettes se tenant la main, dessinées avec des traits assurés, avec le mot « nous » écrit en grandes lettres colorées en haut. Un message clair, « Reste », dit-il, dans un murmure puissant. Claire le serra dans ses bras de toutes ses forces. L'odeur d'enfant et de foyer de Louis l'ancra. Là, dans cette étreinte, se trouvait son nouveau chez-soi, sa nouvelle famille. 6 mois plus tard, Antoine Delcourt choqua la place financière en démissionnant de son poste de PDG de Delcourt Global. Avec l'aide de sa tante Sophie, qui reprit la direction, il fonda l'Institut Élodie Morel, une organisation à but non lucratif dédiée au soutien des familles avec des enfants autistes. Claire, en tant que coordinatrice générale et âme du projet, conçut les programmes, groupe de soutien pour les parents, thérapie sensorielle basée sur la musique et l'art, et surtout des ateliers pour les frères et sœurs, leur donnant une voix pour exprimer leur amour et leurs difficultés. Le siège de l'Institut était une grande propriété avec des jardins adaptés, loin du chaos urbain, un véritable sanctuaire. Lors de l'inauguration, Antoine prononça un discours mémorable devant des centaines de familles qu'ils avaient déjà aidées. « Cet endroit n'est pas né d'un chèque ou d'une stratégie de communication, » dit-il, la voix tremblante d'émotion. « Il est né d'un acte d'amour pur, d'une infirmière qui a donné son sang à un étranger, puis son cœur à mon fils. Et pour honorer la mémoire d'Élodie, qui nous a appris à aimer sans filtre et à transformer la plus grande douleur en la plus grande des motivations. » Louis, souriant, s'approcha de son père et lui tendit un petit coffret en velours. Antoine s'agenouilla devant Claire. « Tu m'as sauvé la vie, guéri ma maison et m'as appris à transformer l'échec en espoir. Tu m'as accepté avec mes défauts et j'accepte les tiens. Veux-tu m'accorder l'honneur de devenir mon épouse et la fondatrice de mon bonheur, Claire ?»
Les familles applaudirent, le son de la célébration emplissant le patio. Claire, pleurant et riant à la fois, répondit oui. 2 ans plus tard, l'Institut Élodie accueillait des milliers de familles. Claire et Antoine étaient mariés. Louis, maintenant âgé de 10 ans, était devenu le petit ambassadeur, aidant d'autres enfants autistes à comprendre leurs émotions, expliquant les schémas et les musiques de tête avec une éloquence que seule l'empathie pouvait conférer. Un soir, Claire regarda Louis enseigner à une petite fille comment utiliser une balançoire adaptée. Antoine l'enlaça par derrière, son alliance brillant discrètement. « Tu crois qu'Élodie serait fière ?» demanda-t-elle, la question étant le baromètre de sa guérison. « Je n'en doute pas une seconde, » répondit-il. « Parce que tu n'as pas seulement transformé ta douleur en espoir, tu as transformé la douleur de milliers de familles en un but. Tu es la femme la plus riche que je connaisse, non pas par l'argent que nous avons laissé, mais par l'amour inconditionnel que nous avons construit. » Et à cet instant, Claire sut que les plus grandes tragédies de la vie ne sont que le prologue des plus grandes victoires. La véritable force ne résidait pas dans le fait de ne pas tomber, mais dans celui de se relever et d'utiliser la douleur du passé pour éclairer le chemin de ceux qui venaient après. La vie, après tout, était un don continu de soi.